Alors commençons par l'alimentation. Est-ce qu'on va se mettre à manger comme les Américains? Est-ce que l'industrie agroalimentaire américaine va pouvoir déverser sur notre territoire des poulets au chlore, des poulets aux hormones, Karine Berger? C'est leur but de guerre. C'est l'un des buts de guerre des Américains. On sait que c'est ils sont bloqués sur les exportations vers l'Europe et donc ils veulent absolument y aller. C'est sur ce point-là, notamment, que les Européens et la France en particulier disent non. Pour dire les choses de manière un peu simple, des rocamadours fabriqués dans le Delaware, c'est pas possible, quoi. Voilà. Oui, ce serait la fin des appellations contrôlées. Voilà. Et donc là, on est sur un point très très dur de discussion parce que pour les Américains, les gains en termes commerciaux des exportations agroalimentaires sont vraiment un point clé. Patrick Messalin? Ils peuvent le faire maintenant. S'ils veulent faire du champagne en plein milieu du Texas, ils peuvent le faire. Ils peuvent déjà le faire. Ils peuvent déjà le Ils faire. peuvent pas nous le vendre. Ils peuvent pas nous le vendre, mais ils peuvent déjà le faire. Donc, si vous voulez, dans le TTIP, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le TTIP, on arrive à poser ces problèmes sur la table. Alors, il faut que vous nous disiez bien en français le TTIP. Oui, pardon, le TAFTA, ce qu'on appelle. Donc le traité transatlantique, on va l'appeler comme ça. Allez, le traité transatlantique, c'est qu'on mette ce genre de problème sur la table. Et que, justement, on commence à se poser des questions, non pas en antagonisme, mais en coopérateur. Vous avez une législation différente de la nôtre, sur la santé, sur la sécurité. Est-ce qu'elle est équivalente dans ses effets? Si le régulateur, et c'est les régulateurs, ce n'est pas le ministre du Commerce, ce n'est pas les négociateurs qui vont faire ça, c'est le régulateur français de la santé dit la norme américaine est aussi bonne, différente, mais aussi bonne que la mienne, alors je peux l'adopter. Et du vice-versa chez l'Américain. Et je signale quand même que toujours voir les États-Unis comme des destructeurs de normes, c'est un peu désolant. C'est eux qui ont découvert que Volkswagen était en train de nous polluer généreusement, hein, et nous sommes très loin derrière. C'est eux qui, en matière de médicaments, nous tirent, et il y a la semaine dernière, sur des prothèses mammaires. C'est quelque chose qui vient d'éclater en France et en Europe, alors que ça fait depuis 2000 qu'elles sont interdites aux États-Unis. Donc ne soyons pas arrogants sur la qualité des normes. Il y a du mieux et du plus. Raoul-Marc Génard. Je voudrais quand même dire que sur les 191 conventions sociales de l'Organisation internationale du travail que nous avons ratifiées, les États-Unis n'en ont ratifié que 2. Oui. Tout à fait. Je voudrais quand même dire, parce qu'on n'en parle pas assez... Et ça aussi, c'est en train d'être négocié Ça fait partie du paquet. Ouais. Je voudrais aussi signaler, parce que moi je lis l'accord avec le Canada et l'accord avec les États-Unis, puisqu'on parlait des indications géographiques protégées. L'Union européenne reconnaît à peu près 1335 indications géographiques protégées. Genre Camembert, par exemple. Oui, et il n'y a pas qu'en France, hein, il y a en Allemagne, en Grande-Bretagne, les bières, le whisky, etc. Combien en reste-t-il dans l'accord signé avec le Canada? 174. 174. Toutes les autres disparaissent. Alors, parce que c'est très important de se rendre compte qu'on est en train, et je m'en réjouis, de s'interroger sur ce qui se négocie avec les États-Unis, mais il y a une négociation qui est bouclée et dont le processus de ratification va commencer ce mois-ci, puisque c'est ce mois-ci que la Commission européenne va présenter au Conseil des ministres européens le résultat de la négociation avec le Canada. On ne l'a pas encore ratifié sur le Canada, on pourrait très bien ne pas le ratifier. On pourrait très bien ne pas le ratifier. Le Parlement européen pourrait se réveiller, puisqu'il a formulé des objections intéressantes sur un certain nombre de points du TAFTA. Il pourrait être cohérent, d'ailleurs les gouvernements aussi en amont, être cohérents et mettre les deux sur un même plan et voir si on accepte ou on n'accepte pas. Moi, je souhaite qu'on n'accepte pas. Je voudrais quand même un petit peu nuancer le propos. Pour moi, je ne dis pas qu'il y a toutes les normes européennes ou toutes les normes françaises sont meilleures que les normes en vigueur aux États-Unis. Je comprends votre argument sur l'effectivité. Cela dit, est-ce que ça se règle dans une négociation entre des gens qui sont délégués pour négocier, sans que, au cas par cas, au sujet par sujet, et c'est pas seulement, j'ai évoqué les normes sociales, mais vous avez évoqué implicitement les normes techniques. Bon, l'exemple Volkswagen plaide pour la vigilance américaine. Mais il y a bien des normes techniques en vigueur dans nos pays qui sont beaucoup plus rigoureuses pour la sécurité des gens. Quand on fabrique une machine à laver, un fer à repasser, un appareil de télévision, nous avons des normes techniques qui sont
plus rigoureuse. Pourquoi? Pour la sécurité des utilisateurs. Alors, on fait un gros paquet de tout ça parce qu'on essaye de niveler. Je serais enclin à dire niveler par le bas, vous allez sans doute me démentir, mais je pense qu'il y a quand même une recherche du plus petit dénominateur commun, parce que sinon on ne trouve pas le point commun. Elvire Fabry? Je pense qu'il faut revenir justement sur ce qui est envisagé en termes de coopération réglementaire, parce que ce n'est pas un big bang d'harmonisation réglementaire tel que ça a pu être évoqué depuis 3 ans. Il s'agit de travailler à équivalence de niveau de précaution, ce que vous avez évoqué. Ce que ça veut dire, c'est que ça va supposer, en effet, ce n'est pas une négociation, c'est un travail d'analyse, d'évaluation des régulateurs qui doit se faire secteur par secteur, norme par norme. Ça veut dire que si cette négociation aboutit, de toute façon, le travail de coopération réglementaire, il va prendre des années au-delà. C'est engager un mécanisme. Il se fera par qui, madame? Et il se fera, mais c'est au niveau des régulateurs. Alors, sur lesquels on n'a aucun contrôle démocratique. Et ce qui est important, c'est qu'il faut voir aussi les lignes rouges de ce mécanisme, les principes sur lesquels s'engage la Commission européenne. Et de toute façon, vous avez raison, il y a des enjeux de vigilance. Il y a plein de questions qui se posent autour de ce mécanisme. Si on veut élever le niveau de précaution d'une norme européenne sur laquelle on aura établi une harmonisation, une reconnaissance mutuelle avec une norme américaine, qu'est-ce qu'on met en place? Comment on s'y prend? Ce qu'on est en train d'imaginer, c'est un mécanisme qui nous permet encore une fois, d'être précurseur dans ce domaine. Mais il y a des lignes rouges sur le fait que ça soit à équivalence, voire qu'on essaye éventuellement d'élever le niveau des normes communes. Et sur les normes sociales ou environnementales, il y a quand même l'idée de vouloir essayer d'aller plus haut, essayer d'obtenir des Américains qui reconnaissent les conventions. Vous savez qu'ils ont dit dans la négociation qu'ils ne ratifieraient aucune autre convention sociale. Mais je crois qu'on est Et ils encore n'ont à un pas stade... ratifié la convention de Rio sur la protection de la biodiversité. Oui, bien sûr. Mais c'est là-dessus aussi qu'on essaye de... Alors, parce que vous parlez, excusez-moi, je voudrais finir un mot. Vous parlez d'équivalence. Moi, j'entends réciprocité. Mais où est la réciprocité? Il y en a pas. Ce que nous révèlent Il y en a pas. les documents qui viennent d'être publiés, c'est que justement, on pourrait faire une petite caricature et dire pour les États-Unis, c'est tout ce qui est à toi est à moi, tout ce qui est à moi reste à moi. Et sur les OGM, ils le mettent encore sur la table. Mais au niveau européen, on a dit non. Et ce qui était interdit hier ne sera pas davantage autorisé demain. Et ça n'est pas parce que c'est la position américaine que c'est la position Certes, européenne. mais quand j'entends Mme Malmström dire publiquement « je défends le principe de précaution » et que dans les documents, on ne trouve rien Si, ils y de sont. sa part, Ok. Ils y sont. non. Si, alors ils y sont. Frédéric Farah, Oui, mais là, depuis tout à l'heure, quand j'entends les différentes interventions, on a l'impression toujours la même chose, et c'est ça le problème. C'est à propos de ce que vous étiez en train de dire sur les indications géographiquement protégées. C'est toujours l'Europe est toujours sur la défensive. Elle n'arrive pas. Elle essaye on va dire, de sauver un peu les meubles, de préserver ce qui est important pour elle, désigne des lignes rouges d'ici, de là, mais elle n'arrive pas à être en position offensive. Peu importe ce qu'on a pu trouver dans ces documents, ce qu'on voit, c'est que toujours les Européens, et c'est Matthias Fekkel, le secrétaire d'État au commerce extérieur, s'en plaignait, c'est toujours les Européens qui posent des choses sur la table, les Américains en posent moins. Alors j'ai presque envie de dire, bon, très bien, on peut critiquer les Américains en tant de temps qu'on voudra, mais la question, il faudrait peut-être la déplacer, se dire qu'est-ce qui se passe de notre côté, où on n'est pas capable de conduire des négociations, peut-être de manière plus offensive qu'on est en train de le faire. Parce que les Américains défendent leurs intérêts, moi je vois pas le problème, c'est légitime. Il faut une diplomatie commerciale, ils veulent gagner ces négociations. Qui a dit qu'une négociation, c'était forcément à pied d'égalité? Ils défendent leurs intérêts. Monsieur Obama, récemment, écrivait dans le Washington Post qu'il appartenait aux États-Unis de rédiger les règles du commerce mondial. Ils sont une entité stratégique avec un projet qui est d'être un pivot entre Atlantique et Pacifique en arrimant à eux l'économie européenne. Ils y parviennent. Nous sommes sur une position en train de reculer où on essaye tant bien que Sur les mal. marchés publics, sur les indications géographiques, Je vais vous donner un on exemple. part de zéro et on essaye d'aller vers Oui, plus. Je vais vous donner un exemple très concret où le mécanisme que vous décrivez ne se produira jamais et témoigne du fait qu'on est dans un jeu de dupes. Aujourd'hui, les normes comptables, c'est-à-dire ce qui décrit le monde des entreprises, ne sont pas les mêmes de part et d'autre de l'Atlantique. Pour arriver à un accord sur le commerce, le minimum, ça serait au moins de pouvoir décrire les entreprises de la même façon, notamment sur les questions financières. Les États-Unis ont déjà annoncé de manière unilatérale que ce n'était pas pour maintenant, que ça serait pour dans 20 ou 30 ans. C'est-à-dire qu'on n'est même pas d'accord sur la façon de compter les entreprises. Donc, on est là sur l'exemple type du fait que c'est un jeu de dupes, le rapport de force est total. Soit on tape du poing sur la table en disant maintenant il y en a assez,
On ne se mettra pas d'accord sur des mécanismes qui renvoient à des régulateurs, etc. On se met d'accord sur les marchés qu'on ouvre et sur le reste, eh bien, on s'arrête. Et si on n'arrive pas à créer ce rapport de force-là, alors oui, on aura systématiquement, au dernier moment, les Américains qui nous diront finalement non, on ne le fait pas. Et juste une remarque très brève sur les marchés publics. C'est tout le débat. Si on n'accède qu'aux marchés fédéraux et pas aux marchés fédérés, le plus gros morceau, c'est les marchés fédérés, c'est à peu près 60%. Il faut juste que vous nous expliquiez la différence entre le... Voilà, puisque les États-Unis, en fait, en gros, si je puis dire, par certains aspects, la négociation, c'est 28 plus 51. En fait, c'est pas simplement 28 les États-Unis, c'est les États américains. Les 51 États américains et les 28 États européens. C'est-à-dire que dans l'idée, c'est que pour les marchés publics américains, il y a des marchés publics qui sont émis au niveau fédéral, et comme c'est un État par fédéral, Washington, et d'autres au niveau fédéré par les différents États qui composent évidemment la fédération américaine. Tout le débat est de savoir est-ce que les Européens peuvent avoir accès à ces marchés tant au niveau fédéral qu'au niveau fédéré, sachant que en valeur, les marchés fédérés sont plus importants que ceux des fédéraux. Si on obtient les fédéraux, c'est peut-être une première victoire, mais quand même l'élément essentiel, c'est les fédérés. Et puis je dirais même à rebours, on peut aussi comprendre peut-être que les Américains protègent certains de leurs marchés et on pourrait s'en inspirer peut-être pour faire de même. D'où cette espèce d'équilibre dont je parlais au tout début entre ouverture et protection. On voit bien que le débat se déplace un peu parce que finalement, une fois de plus, l'Europe est demandeuse de ce traité, mais on s'aperçoit, à vous écouter, qu'elle n'a pas les capacités de mener cette négociation. Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il y a une sorte de complexe d'infériorité de l'Europe, alors que nous sommes tout à fait capables, nous l'avons fait avec la Corée, nous sommes tout à fait capables de négocier des traités qui nous sont favorables. Et puis se pose la question peut-être du momentum. Est-ce que ce genre de traité n'arrive pas trop tôt ? C'est vrai, certains le reconnaissent, parce qu'il n'y a pas eu encore une intégration du marché, mais sur le plan industriel, par exemple, du marché européen. Donc vous n'avez pas aujourd'hui en Europe des géants face à des Google, des Amazon. Et donc voilà, on se dit... on arrive un peu en ordre dispersé. Mais ça n'a rien à voir avec les Américains et ça n'a rien à voir avec cette décision de se lancer dans un traité transatlantique. C'est pour ça que ce qui est un peu troublant, c'est que vous avez de tout dans la critique du traité transatlantique. Vous avez de l'anticapitalisme, vous avez de l'europhobie, vous avez de l'antilibéralisme, vous avez du souverainisme. Tout de ça l'anti-américanisme, forcément. Bien sûr, tout ça se mélange et... Voilà, on ne peut pas reprocher aux Américains que l'Europe, a priori, d'après ce que vous dites, n'est pas en ordre de marche. Voilà. Alors, Patrick Messerlin, on l'a vu dans un extrait du journal télévisé tout à l'heure, on aurait peur que les entreprises américaines puissent venir forer du gaz de schiste en France et il n'y aurait plus moyen de s'y opposer. C'est le cas ? Ça, à mon avis, c'est du délire intégral. Je veux dire. Ah bon ? Bien sûr. Je veux dire, je suis désolé, mais l'État français est encore propriétaire d'un certain nombre de droits et de réglementations dans son pays. Et d'ailleurs, je crois que même du point de vue américain, c'est insensé. Je veux dire, on peut toujours négocier et pousser la machine à fond. Ça, c'est la règle du jeu de la négociation. Mais aucun Américain n'accepterait une réciprocité de ce point de vue-là. Et il y a des États américains qui n'acceptent pas ce gaz de schiste. Donc, à nouveau, on tombe dans quelque chose qui n'est pas raisonnable. Et je veux une dernière chose sur les marchés publics. On a parlé du Canada, Union européenne. Les Canadiens ont ouvert l'intégralité de leurs marchés provinciaux. Donc nous avons accès au marché fédéral et au marché des provinces canadiennes. C'est un très beau succès. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis, en 1995, ont déjà ouvert non seulement leur domaine fédéral, mais également 30 États et 15 villes. Bon, c'est leur système qui est assez compliqué, comme toujours. Et actuellement, on sait très bien comment on va prendre ça. C'est qu'on va dire chaque fois qu'il y aura $1 fédéral utilisé par un État aux États-Unis, alors ça tombe sous la responsabilité fédérale et ça peut rentrer dans le TTIP. Donc on pense déjà à des tas de solutions qui vont agrandir énormément les marchés publics. Raoul Marc Génard, sur le gaz de schiste, vous êtes d'accord ? Je m'en réfère à ce qui était dans le mandat européen. Dans le mandat européen, il y a un article donc adopté par les 28 gouvernements en juin 2013. Il y a un article qui concerne l'énergie et qui dit qu'il faut libéraliser le marché de l'énergie et libéraliser l'accès aux ressources naturelles. Mais avec une disposition comme celle-là, la législation française qui interdit la prospection et l'exploitation du gaz de schiste, elle ne tient plus.
À moins que, selon ce que vous dites, tout d'un coup, une législation française résisterait à des décisions européennes et internationales, ce que j'ai un peu de mal à croire. Voilà, moi je pense que... ouais, je m'en suis référé, j'ai eu la chance d'avoir le texte du mandat européen très vite, 10 jours après qu'il ait été adopté par le Conseil. Toujours en ce qui concerne le Canada. Hein. Non, Non, celui-là. ça concerne le mandat de juin 2013. Ah oui, tout début. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à faire confiance à la Commission européenne, puisque c'est elle qui est chargée par les 28 États, et je suis d'accord avec vous, la responsabilité, il ne faut pas exonérer les 28 gouvernements de leur propre responsabilité, puisqu'ils ont adopté ce mandat. Moi, je suis très surpris, hein, M. Hollande nous avait dit, à côté de M. Obama, il y a 3 ans, il faut accélérer les négociations pour éviter les contestations. Maintenant, il n'en veut plus, mais enfin, on est à 1 an des élections, ça change tout. C'est un rapport de force, c'est pas la même chose. C'est un rapport de force. Je considère que ce qui a été donné comme mandat à la Commission européenne, qui rejoint bien souvent les attentes des États-Unis, montre qu'il y a d'autres intérêts que ceux des peuples, qui sont ceux des entreprises. Les entreprises qui ont un pied aux États-Unis et un pied en Europe, et qui veulent, c'est normal, à leur place. On souhaiterait que les réglementations soient identiques. On souhaiterait qu'elles soient les plus simples possibles si on était à leur place. Mais encore une fois, est-ce que c'est l'intérêt des peuples d'Europe? Est-ce que ce que nous avons acquis, ce que nous avons voulu dans différents domaines, que ce soit social, que ce soit sanitaire, alimentaire, environnemental, ne mérite pas d'être défendu comme valeurs européennes ou comme valeurs françaises, belges, que sais-je. Voilà, c'est la question que je pose. J'ai pas le sentiment, j'ai le sentiment, je termine, que les États-Unis défendent merveilleusement bien les intérêts des États-Unis. Je n'ai pas le sentiment que les dirigeants européens défendent les intérêts des Européens. Non, je crois que là, il faut arrêter. Vous m'accorderez que François Hollande est le premier dirigeant européen à prendre officiellement position. Oui, 3 ans après avoir dit D'accord, oui. mais est-ce que c'est le premier ou pas? Est-ce que c'est le seul aujourd'hui? Mais attendez, Moi, non, c'est pas le seul. C'est pas le seul. L'exécutif régional wallon vient de s'opposer. Alors, Rémi Godot et... Une fois de plus, il ne faut Non, mais pas, c'est vrai. il ne faut Vous le pas savez. être complexé. Il y a une campagne aux États-Unis aujourd'hui. Donald Trump a mis au centre de la campagne ces histoires de libre-échange. Bizarrement, Donald Trump, il tape à bras raccourcis sur l'accord de libre-échange qui a été noué entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'ALENA, il y a 20 ans. Il a remis ça sur le devant de la scène en disant « avec moi, ça ne se passera pas ». Les États-Unis ont détruit des emplois, plus d'1 million d'emplois sur 130 millions de salariés, d'employés aux États-Unis quand même, en proportion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux choses. Ça veut dire que, premièrement, aux États-Unis, en Europe, en France, partout, vous voyez bien qu'entre protectionnisme et populisme, il y a un lien direct. C'est pour ça que c'est inquiétant. Moi, je ne défends pas le traité transatlantique comme si c'était un texte sacré. Je défends un principe de libre-échange. Qu'on me montre qu'avec des murs et avec des frontières et avec des droits de douane, ça ira mieux. Donc, le premier point, c'est que voilà ce que nous montre Trump. Et le deuxième point, c'est qu'on voit bien que ce traité a été favorable au Mexique et au Canada et pas aux États-Unis. Peut-être parce qu'il a mal été négocié par les États-Unis, peut-être parce que le Mexique s'est mieux débrouillé. Il a été favorable au Mexique. Écoutez, Entre 3,5 millions et 5 millions de personnes ont perdu leur emploi dans l'agriculture. donc ce traité n'a été Oui, parce qu'ils ont favorable. supprimé les subventions à oui, l'agriculture. les Mexicains ont fait une Oui, erreur voilà. majeure. Qui n'est pas donc lié au traité, parce que sinon, si les États-Unis perdent et que le Mexique perd et que le Canada perd, quel intérêt les trois ont eu à signer cet accord? Et on voit donc bien que les Américains peuvent aussi se tromper. Les Américains peuvent aussi négocier mal. Face à leur détriment. Patrick Messalin et Frédéric Farrin. Je crois qu'il flotte toujours dans ces débats l'idée qu'on va négocier une harmonisation entre les États-Unis et l'Europe, des normes. Et ça, c'est absurde. Mais c'est Ça indispensable. ne marche pas. En Europe même, l'harmonisation marche de moins en moins bien. Mais c'est Oui, mais indispensable. Ah, non, laissez-moi terminer. Le mot harmonisation est dans le mandat européen. Non, si vous lisez bien Greenpeace, harmonisation, c'est la seconde solution. La meilleure solution, c'est équivalence des normes. C'est très différent. Parce que ça veut dire qu'il y a une norme européenne et il y a une norme américaine. Et le problème qui se pose, c'est comment va-t-on évaluer ces normes?
est-ce qu'elles sont, encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est capital, est-ce qu'elles sont équivalentes ou non équivalentes en point de vue de leurs effets? Et ça, c'est encore une fois, c'est pas les négociateurs, c'est pas une négociation comme vous le dites, c'est ce qu'on appelle en anglais conversation, une conversation, une discussion entre les négociateurs et une évaluation réciproque. On en a bien besoin de l'évaluation de nos normes. On en voit un certain nombre qui sont très bonnes, mais un certain nombre qu'il faudrait en fait changer. Donc on a besoin de ce genre de choses. Et c'est ça la complexité. Et du coup, il faut du temps. Ça ne peut pas se faire vite. Karine Berger. Oui, je voudrais quand même revenir sur le parallèle qui a été fait entre protectionnisme et populisme. Je suis désolée, vous parlez d'un candidat à l'élection présidentielle américaine qui, je crois, veut interdire le sol américain aux musulmans ou quelque chose comme ça, enfin un truc complètement délirant. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on ne parle pas de protectionnisme en l'occurrence, on parle de normes environnementales, sanitaires, sociales. D'ailleurs, le terme barrière non tarifaire est un scandale en soi. C'est un terme vraiment libéral. Ce ne sont pas des barrières, ce sont des ce sont des équilibres de manière à assurer la sécurité et la régulation d'un certain nombre de marchés. Donc, si M. Trump était ici en Europe, il serait sans doute contre l'Union européenne et contre la zone euro. Donc je crois vraiment que le parallèle est très malheureux. Ce n'est pas de protectionnisme dont on parle. On parle d'un rapport de force. On parle d'un rapport de force où, à ce stade, l'Union européenne arrive comme des bisounours dans une négociation où les États-Unis ont des... Mais parce que je suis aujourd'hui sur une mission de l'Assemblée nationale avec Pierre Lelouch sur l'extraterritorialité du droit américain. On a tous les jours des gens, on reçoit tous les jours des gens qui nous expliquent qu'ils sont redevables devant les tribunaux américains sur des choses qu'ils ont fait ailleurs dans le monde. Les États-Unis utilisent l'ensemble de leurs forces, y compris judiciaires, pour créer un rapport de force commercial et économique. Et ça s'est toujours passé comme ça. Le dollar est une arme non seulement géopolitique, mais aussi économique. Et l'ensemble des mécanismes judiciaires ou de régulation sont au service de leurs propres intérêts. Si nous rentrons dans la négociation, ou si nous continuons dans la négociation avec ça en tête, on peut trouver effectivement un vrai équilibre à la fin. Mais ce n'est pas l'état d'esprit aujourd'hui de l'Union européenne. Alors, Frédéric Farah. Oui, alors, juste deux remarques par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense que le débat ne peut pas se réduire simplement soit libre-échange contre un protectionnisme que vous décrivez comme une série de murs. Parce que d'ores et déjà, qu'il y ait ou non cet accord, l'importance des relations économiques entre les États-Unis et l'Union européenne existe avec ou sans. Donc il n'y aura pas plus d'impact demain sur le montant, le volume des échanges qui existent entre les deux. Et puis après, ce n'est pas une ouverture radicale, à quelles conditions on s'ouvre. Et là, on retrouve, si vous voulez, ce qui était quand même les deux piliers de l'ordre économique commercial après-guerre, c'était réciprocité et multilatéralisme, qui est le grand perdant aussi dans l'histoire. Et par rapport à ce que vous disiez sur l'Europe, le problème de l'Europe, c'est quand elle-même a construit son marché unique au milieu des années 80, elle a mis tellement l'accent sur la dimension de concurrence que l'esprit de communauté a disparu au profit de l'esprit de concurrence et qui fait que les Européens se pensent aujourd'hui plus comme des concurrents que comme des partenaires. Oui, tout à fait. Et ça, c'est la grande difficulté. Parce que si l'Europe était capable de produire des projets comme on a pu avoir à une époque et qui ne passaient pas par ce marché unique comme Airbus, eh bien, effectivement, là, on aurait peut-être des champions, comme on disait à l'époque, nationaux, mais des champions européens. On n'a pas pris cette voie. Aujourd'hui, on le paye cher. Et je crois que cet esprit de concurrence qui autrefois était non faussé, qui est devenu libre et non faussé, l'ajout du libre est devenu un vrai problème, qui nous place aussi devant cette faiblesse que, effectivement, la concurrence n'est pas toujours la meilleure alliée du progrès et de la réussite. Je peux partager votre analyse, mais elle était vraie il y a 5 ans, elle était vraie il y a 10 ans déjà. Or, les négociations ont été ouvertes avec un cadre précis, décidé par tous les États européens à l'unanimité. Donc on est en train de refaire le procès de l'initiation de la négociation, alors que ça fait 3 ans qu'on négocie. Je m'interroge, pourquoi maintenant? Pourquoi il n'y a pas 2 ans ou 3 ans? Alors, on va malheureusement finir d'en parler, en tout cas provisoirement, bien entendu, puisqu'on en reparlera certainement de ce traité. Néanmoins, un des arguments, on dit il faut qu'on s'entende sur les normes entre les Européens et les Américains, parce que sinon, ce seront les Chinois qui s'entendront sur les normes, et ce sera ça, les normes du commerce mondial, et que là, évidemment, avec plus de 800 millions de consommateurs, 50% du PIB mondial, si on s'entend sur les normes, ce sera nos normes qui vaincront et qui seront les nouvelles normes du commerce international. Est-ce que ça pourrait être un des enjeux et en tout cas, et si ce n'est pas le cas, je vous demanderai à chacun une petite conclusion. Alors Patrick Vesserlin. Si, encore une fois, on part du principe que nous allons faire des normes, ce qui est par derrière harmonisé, et qu'on va les imposer aux Chinois, on peut s'arrêter tout de suite.
Parce que les Chinois ont 5000 ans d'histoire en permanence dans leur tête. Ils ont 1,2 milliard de personnes, c'est plus que les 800 millions. Quand ils seront aussi riches que nous, c'est eux qui seront vraiment autour de la table des normes. Donc la seule manière de convaincre les Chinois, et c'est là où l'Europe doit jouer une carte extraordinairement positive, c'est de dire nous devons en fait nous émuler, nous, Américains, Européens, pour faire les meilleures normes. Parce que les Chinois ne sont pas stupides. Ils prendront les meilleures normes. Ils nous suivront à ce moment-là. Mais ils nous suivront par l'exemple que nous donnons, pas par une imposition de normes harmonisées qu'on leur imposera. Ça, jamais en Chine, c'est fini. Frédéric Farah. Bon, c'est évident, comme disent parfois les Allemands, qui fait la norme fait le marché, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est la possibilité de déterminer ces normes qui vont donner un pouvoir de marché, c'est sûr. Mais où je vous rejoins, je crois qu'effectivement, au lieu que l'Europe aille dans cette espèce d'hyper-régionalisme fait d'affrontement, de confrontation, elle a l'occasion de proposer une réflexion pour quelque chose qui aille plus dans le sens d'une coopération internationale et non pas de cette espèce de bagarre, parce qu'encore une fois, dans cette histoire, elle est un peu à la remorque des États-Unis, alors qu'elle aurait une autre carte à jouer. Elvire Fabry. Mais moi, j'ai juste envie de compléter en rebondissant sur la question des PME. Parce qu'en effet, il y a un enjeu géoéconomique d'ensemble qui vient d'être évoqué. Mais l'impact, l'enjeu dans cette négociation, ce n'est pas les entreprises contre les citoyens. D'abord, les entreprises, elles sont là pour les citoyens, l'emploi, il est là. Mais c'est que les bénéfices que pourraient tirer les PME de cette coopération réglementaire est encore plus significatif, sachant que les différences de réglementation, ça peut être prohibitif. Le coût peut être prohibitif pour les PME pour tenter de se tourner vers des marchés à l'exportation. Alors en effet, aujourd'hui, vous l'évoquiez tout à l'heure, il y en a encore peu qui sont tournés vers le marché américain et d'autres marchés. Mais c'est justement pour leur donner un coup de pouce. C'est crucial pour ces PME. Donc là, on a un enjeu qui est fondamental pour le tissu économique des différents États membres. Raoul Marc-Génard. À propos des PME, moi je suis très frappé de voir qu'à la différence de l'Allemagne, à la différence des Pays-Bas, à la différence de la Belgique, en France, les organisations représentatives des PME suivent le discours du MEDEF, alors que dans les pays que je viens de citer, elles font partie de la plus forte résistance. On a vu tout à l'heure 200 à 250 000 personnes à Berlin contre le TAFTA. C'est une fédération allemande. On pourrait se demander pourquoi. Parce que d'abord, il y a peut-être un peu moins d'idéologie dans le débat en Allemagne sur ce sujet, mais aussi parce qu'il y a une conviction dans l'artisanat, dans les petites et moyennes entreprises, du danger que représente ce type de traité. Et je pense qu'il faudrait quand même y réfléchir un petit peu aussi en France. Cela dit, je ne sais pas si c'est le moment de tirer un mot de conclusion, mais encore une fois, essayons de faire moins d'idéologie et essayons, on l'a dit, c'est vrai, c'est un peu la tarte à la crème, première puissance économique mondiale, l'Europe, mais c'est un nain politique. Et je pense qu'il faut aussi avoir une lecture politique des deux traités, le TTIP et le TPP, le traité transpacifique. Parce que c'est une stratégie américaine. Il faut aussi le mettre dans le contexte de l'échec du cycle de Doha à l'OMC. Puisque une centaine de pays n'ont pas accepté les propositions occidentales à l'OMC, ce qui, bon sang, ne peut pas se faire. C'est très mal de ne pas obéir aux Occidentaux. Surtout quand ces pays-là, les manants de la planète, sont conduits par les BRICS. La Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Il faut avoir aussi une lecture géopolitique de ces deux traités, transatlantiques et transpacifiques, qui sont une forme de réponse, pour ne pas dire de revanche, sur l'échec du cycle de Doha à l'OMC. Et moi, je pose la question, est-ce que c'est l'intérêt des peuples d'Europe de lier toujours leur sort à celui des États-Unis d'Amérique? Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur la Chine. Ils ont l'avantage d'avoir un recul historique fondamental et formidable. Mais pourquoi ne négocieront pas avec la Chine? Pourquoi choisir une approche qui se veut conflictuelle? Parce que vous l'avez dit vous-même, le traité transpacifique, c'est contre la Chine. Mais sommes-nous obligés d'être contre la Chine? Sommes-nous obligés d'être contre tous les pays dont le Pentagone dit que ce sont des ennemis? Moi, je pose la question. Rémi Godot. Je crois qu'il y a un point important aussi dont on n'a pas parlé, mais ces traités sont aussi un levier pour réformer.
Et c'est assez, d'ailleurs, parfois c'est assez douloureux. Mais la concurrence, le libre-échange vous oblige à réformer. Après, à vous de voir où vous mettez le niveau de la réforme. Mais bien évidemment, ça obligera la France sur l'agriculture, qui est un secteur qui est plutôt protectionniste, à se réformer. Je pense que sur la Chine, pour parler des intérêts géostratégiques, on n'imagine pas ce que sera la Chine dans 10, 20 ans. La Chine, aujourd'hui, c'est en train de changer, mais pendant longtemps, on l'a dit comme étant une usine à faire des t-shirts imprimés, grosso modo. Aujourd'hui, la Chine forme 600 000 ingénieurs par an. Aujourd'hui, la Chine fait un train à grande vitesse. Demain, elle fera des avions long courrier qui concurrenceront Airbus. Et après-demain, elle fera des centrales nucléaires. Et que nous restera-t-il sur ces secteurs-là? C'est aujourd'hui qu'il faut se préparer, se mettre en ordre de marche, parce que, y compris contre les États-Unis, mais aussi contre l'Asie, il faut qu'on se donne les moyens de garder notre rang, de défendre notre valeur ajoutée. Et l'Europe ne peut pas se mettre en marge parce que l'adaptation, c'est douloureux, ne peut pas se mettre en marge de tous les traités, de tous ces mouvements qui sont en train de s'établir. Karine Berger. Le drame de TAFTA, c'est qu'il est en train de ramener l'Europe à une somme de boutiquiers. L'Europe, c'est pas ça. L'Europe, c'est une communauté de destin, un choix de paix, un choix de progrès, un pari sur l'avenir, une capacité à s'entendre. Ce que demandent les Européens, c'est que l'idéal européen, l'idéal de la construction européenne, les protège de la mondialisation. La montée des populismes en Europe, c'est la peur de la mondialisation. TAFTA, traité transatlantique, comme vous voulez, égale mondialisation. Et donc, tant qu'on donnera l'impression qu'aujourd'hui, le débat européen se réduit à mettre en place un mécanisme pour la mondialisation, eh bien, c'est l'idéal européen qu'on piétine. Et d'ailleurs, ça n'empêche bizarrement pas les Britanniques de vouloir partir de l'Union européenne peut-être dans quelques semaines, des crises à n'en plus finir au sein de la zone euro. Donc il faut absolument sortir de ce discours européen qui serait de dire l'Europe ne sert plus qu'à négocier avec des boutiquiers. Tant qu'on en sera là, non seulement ça n'aboutira pas, il y aura des pays qui bloqueront parce que politiquement ça ne suivra pas, mais en plus on est en train vraiment d'abîmer l'idéal européen. Frédéric Farah, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste par rapport à ce qui vient d'être dit. Au moment où les Anglais peut-être vont nous quitter, eh bien, à travers TAFTA, c'est leur conception de l'Europe qui l'emporte, c'est-à-dire une conception du libre-échange, et c'est la dissolution de l'idéal européen ou de l'idée européenne dans une vaste zone de libre-échange. Donc les Anglais s'en vont, mais leur conception triomphe. Mais Barack Obama, qui est favorable au traité, et contre le Brexit, c'est ce qu'il est allé expliquer aux Britanniques. Donc il n'y a pas de lien direct. Elvire Fabry. Je vous suis sur l'idéal européen. Je nous souhaite un peu plus que simplement nous vouloir nous protéger de la mondialisation. Je pense qu'on a surtout besoin d'une stratégie, d'une stratégie d'engagement dans la mondialisation et d'une aspiration à réguler, à encadrer la mondialisation. Mais pour ça, il faut peser. Il faut peser à l'échelle du monde. Si on n'a plus d'influence, on ne pourra pas peser. Donc là, il y a une stratégie normative aussi qui est un enjeu, qui est de voir comment, ce que vous disiez, est-ce qu'on peut parvenir à élever, à promouvoir des normes qui sont plus exigeantes, normes du travail, normes environnementales, c'est tout l'enjeu. On est à un stade, encore une fois, initial de cette négociation et il sera toujours temps de dire non à la fin si ce n'est pas satisfaisant. Mais laissons pour le moment avancer les choses et on va pouvoir suivre s'il y a plus de fuites. Juan Branco va venir nous rejoindre. Approchez-vous, Juan, décalez-vous un tout petit peu pour lui faire une place. Juan Branco, vous avez 26 ans, vous êtes docteur en droit, chercheur à l'Institut Max Planck du Luxembourg. Vous êtes également l'un des conseillers juridiques de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Et vous publiez L'Ordre et le Monde, un livre réquisitoire contre la Cour pénale internationale pour laquelle vous avez travaillé, du reste, entre 2010 et 2011, en tant qu'assistant spécial du procureur. Je propose de revenir en 1998, au moment de la naissance de la Cour pénale internationale. À l'époque, tout le monde était très ému et très enthousiaste. Regardez. L'instant est historique.